Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la quatrième édition de la Journée de l'écoute au Québec. Cette initiative vous est proposée par l'Association des centres d'écoute téléphonique du Québec et l'ensemble de ses membres. Nous avons 23 membres, 23 centres d'écoute dans l'Association des centres d'écoute téléphonique du Québec. Nous allons passer un petit 2 heures ensemble et au programme de cette journée, de cette activité, nous allons vous présenter la thématique de l'édition 2021. Nous allons vous présenter brièvement l'Association des centres d'écoute téléphonique du Québec, sa mission, sa vision et ses valeurs. Pierre Plourde, coordonnateur de l'Association des centres d'écoute téléphonique du Québec, vous dressera un portrait sommaire de l'écoute au Québec. Ensuite, nous aurons Martine Perrault, consultante en affaires publiques et en relations gouvernementales, qui va nous parler de la place de l'écoute en politique. Et puis, nous terminerons avec notre ami Pascal Champagne, qui nous parlera des centres d'écoute. Alors, ces personnes-là représentent aussi l'équipe organisatrice de la rencontre d'aujourd'hui, avec l'appui du conseil d'administration et des membres de l'Association des centres d'écoute téléphonique du Québec. Et j'ai aussi envie de vous parler d'Éric. Éric est notre ami et notre soutien au niveau technique. Donc, vous pouvez identifier dans les visages à l'écran Éric Lamirande, qui sera là pour vous. Si vous avez un besoin technique particulier, vous pouvez le contacter en direct par le chat et il fera de son mieux pour vous aider. Merci Éric d'être là quand on est dans un événement comme ça. C'est toujours extrêmement précieux d'avoir un virtuose de la techno. Puis, ça retire un peu de pression. Alors, la thématique 2021 de la journée de l'écoute est Place à l'écoute, une richesse au centre de nos vies. Pourquoi le choix du mot place? Tout simplement pour rappeler que l'écoute est un sujet que nous devons amener sur la place publique. C'est un sens, l'ouïe, qui occupe une place essentielle dans notre quotidien. L'écoute se rencontre partout, dans tous les lieux. L'écoute est en jeu. Parfois, c'est une écoute un peu défaillante. Parfois, c'est une écoute de qualité. Puis, il est beau de découvrir des lieux où une écoute active est offerte. Ensuite, le mot place fait référence au fait que l'écoute, c'est une ressource intangible, certes, mais tellement importante. Enfin, la place qu'occupe l'écoute dans nos vies est assez incroyable. Imaginez un monde, je ne sais pas si vous entendez l'église qui sonne, les cloches chantent avec nous pour lancer les réjouissances. Et donc, l'écoute occupe un vaste champ d'action et puis un vaste champ de bénéfices aussi dans nos vies. Ensuite, le choix du mot centre, une richesse au centre de nos vies. Centre, c'est vraiment pour faire référence au centre d'écoute. Donc, nous avons la chance au Québec d'avoir plus d'une vingtaine de centres d'écoute qui sont des organismes spécialisés dans le service et l'écoute active. Ensuite, mettre l'écoute au centre de nos vies, c'est vraiment reconnaître qu'elle mérite notre attention, qu'elle est digne de notre intérêt. C'est un sujet digne d'intérêt. Et enfin, ben, le centre, on comprend que c'est quelque chose qui est essentiel, c'est quelque chose qui est au cœur de nos vies. Dernier petit point de vocabulaire, richesse, une richesse au centre de nos vies. L'écoute, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. On peut en manquer, on peut la rechercher. En tout cas, quand on trouve une belle écoute, c'est comme un luxe. C'est un grand cadeau qu'on s'offre ou qu'on offre à l'autre. Et l'écoute offre une abondance de bénéfices, tant pour les personnes qui sont écoutées que pour celles qui écoutent. Voici un petit peu la thématique 2021. Et puis, nous avons choisi une formule à l'impératif. C'est à la fois une invitation, on reconnaît et on célèbre l'importance de l'écoute, et en même temps, c'est une urgence, une nécessité. Cette journée de l'écoute permet de rappeler à quel point il est primordial qu'on comprenne davantage c'est quoi l'écoute active, qu'on l'enseigne davantage et qu'on la pratique davantage. Donc, place à l'écoute, une richesse au centre de nos vies.
Pendant les journées, les quelques semaines qui ont précédé la journée de l'écoute, peut-être que vous avez vu passer sur les réseaux sociaux par courriel une grande chaîne de reconnaissance. L'idée était tout simplement de prendre un moment pour se dire quelle est la place de l'écoute dans ma vie et si je devais reconnaître une personne, une entreprise, une organisation qui se démarque par sa qualité d'écoute, ben, ce serait qui? Et puis, est-ce que je peux témoigner ma reconnaissance à ces personnes, à ces organisations? Donc, on a eu des centaines de personnes qui ont participé à cette chaîne. La chaîne a été initiée sur la page de l'Association des centres d'écoute téléphonique du Québec. Et puis, elle s'est répercutée sur les pages des centres, sur des pages d'individus. Elle s'est propagée aussi par courriel, par téléphone et en personne. Alors, un tout grand merci à toutes les personnes qui ont pris le temps d'y participer et bravo à toutes les personnes qui ont été nommées. Merci pour cette écoute. C'est chaque petite contribution qui peut faire une grande différence. Alors, plusieurs d'entre vous sont familiers avec l'Association des centres d'écoute téléphonique du Québec et pour d'autres, c'est nouveau. Je tiens d'ailleurs à mentionner que nous avons une très belle diversité de participants aujourd'hui. Donc, nous avons parmi les participants des représentants de centres d'écoute téléphonique du Québec. Nous avons des représentants d'organismes partenaires. Nous avons également des citoyens, des citoyennes curieuses et ou engagées par rapport à l'écoute. Et donc, l'Association des centres d'écoute téléphonique du Québec a comme mission l'énoncé suivant. Regrouper, soutenir et représenter les organismes communautaires qui offrent un service d'écoute active confidentiel et gratuit au Québec, tout en promouvant au sein de la société les rôles et les bienfaits de l'écoute active pour la santé. Au niveau de sa vision, nous reconnaissons l'écoute active et les centres d'écoute téléphonique comme des incontournables de la santé, de l'inclusion sociale et de la solidarité. Enfin, les valeurs de l'association sont l'écoute, la solidarité, le bénévolat, le respect et l'empathie. Maintenant, je vais avoir le plaisir de céder la parole à Pierre Plourde. Pierre est coordonnateur de l'Association des centres d'écoute téléphonique du Québec. Il détient une maîtrise en technologie éducative et en technique des loisirs. Et au niveau de son parcours professionnel, il a été cofondateur d'un centre d'aide en emploi. Il a été conseiller en emploi. Il a été à la direction du camp Kekakuita. Je te laisserai rectifier si jamais ma prononciation n'était pas optimale. Et il a également été directeur de TELAIDE Québec. Sa passion dans la vie, c'est réellement l'accompagnement et l'aide aux personnes. Alors Pierre, je t'invite à ouvrir ton micro. Je vais de mon côté me mettre en silencieux et je te remercie par avance pour ce portrait de l'écoute que tu nous offres. Merci Marie-Julie. Alors, ça fait grand plaisir de vous voir tous à travers un peu ce domaine qui est l'écoute, le sens de l'écoute. Et dans le fond, je voulais vous partager dès le début une petite expérience de vie personnelle qui m'a amené à faire mon fil conducteur dans le domaine de l'écoute. Okay? Alors, technologiquement, je vous avertis tout de suite que je vais utiliser des fines pointes de la technologie pour dire à Marie-Julie d'aller à l'autre diapositive, en levant le doigt. Alors, Marie-Julie. Alors, inévitablement, il est arrivé dans mon parcours de vie personnelle de rencontrer des personnes et d'être amoureux de certaines personnes et de tomber en amour. Et lors d'une belle aventure que j'ai eue, une belle rencontre, une amoureuse m'a déjà dit Pierre, tu as un bon sens de l'écoute. Et on dirait que cette petite graine-là a été ancrée
un peu en moi, puis non pas de côté la prétention pour être un bon écoutant, parce qu'on a toujours à apprendre dans ce domaine, mais en même temps, cette petite graine-là a fait quelque chose. Elle a fait quelque chose dans le sens que ça m'a interrogé pour dire, ben Pierre, tu pourrais faire quelque chose de cette petite graine-là et de cette capacité-là. Et ça m'a amené à une expérience d'aller exploiter un peu ce sens de l'écoute dans un centre d'écoute qui s'appelle TELaide Québec. Et à ce moment-là, lorsque j'étais à TELaide Québec, ben, c'est là que j'ai comme saisi tout le sens que pouvait avoir l'écoute active. Et c'est drôle parce que à partir de ce moment-là, ben, le sens d'écoute a vraiment changé. Puis oui, c'est une formation, je pense, qui nous amène un ingrédient de plus et probablement dans l'auditoire, vous savez de quoi je parle quand on est moins sur le sens de la réaction et de la solution facile à apporter quand quelqu'un nous confie un petit élément. Et que quelque part, quand on côtoie des personnes qui vivent, que ce soit un deuil, que ce soit une espèce de difficulté personnelle, ben, qu'on se sent un peu impuissant et qu'on se sent des fois inadéquat quand on accompagne une personne. Et c'est là que, par la formation à TELaide, que j'ai appris ou que j'ai comme remis en question le beau commentaire que j'avais reçu pour dire « Hey, j'en ai encore à apprendre du côté de l'écoute active parce que c'est jamais fini et c'est comme un défi personnel qui est constant. » Alors, à partir de là, ben, c'est drôle parce que, bon, la vie m'a conduit à faire de la direction à TELaide. Puis là, je ne sais pas, je ne suis pas dans les diapos qui sont en cours, mais je suis rendu au fait que l'écoute active a pris une place importante et ben, ça m'a amené à TELaide et ça m'a amené à connaître l'ampleur que ça pouvait avoir. L'ampleur pour dire au Québec, hein, on a un ensemble de centres d'écoute et c'est assez colossal de voir que ce mouvement-là, c'est plus de 1000 bénévoles qui ont des parcours personnels, qui se sont pliés, qui sont comme mis volontaires à aider les personnes et à devenir écoutants. Écoutants dans le sens de porter attention à ce que l'autre vit et de faire qu'il y a une résonance peut-être plus humaine à travers un peu des parcours, parce que vous savez bien que le mot écoute est galvaudé à certains sens et que parfois on entend que nos services bancaires et que les services de réseautique, si on peut parler des services publics, ben, sont tellement à l'écoute de nos besoins. Ben, il y a un sens humain qui demeure quand même peut-être défaillant et que l'ensemble des services d'aide téléphonique à l'écoute ben, sont là pour vraiment nous apprendre que l'expression est importante, mais d'être reçu est aussi important. Et à travers un peu mon expérience personnelle, j'ai découvert que ben, les individus, peu importe notre parcours, ben, il y a des dimensions des fois qui sont difficiles à dire à nos proches et que par cette façon de communiquer, hein, ce service d'aide-là qui est confidentiel, ben, nous permet d'aller dans des zones un peu plus ombragées de nous-mêmes et de pouvoir les partager à des gens qui sont capables de bien nous entendre et de donner un brin d'empathie, et ce n'est que beaucoup d'empathie. Et ben, il y a 23 centres d'écoute au Québec. Et puis, c'est quand même 140 000 appels téléphoniques par année qu'on reçoit. Et quand on parle d'appels téléphoniques, ben, des fois, ben, c'est des appels de toutes sortes et c'est des appels qui sont significatifs dans ce que les gens traversent. Alors, pour vous dire que dans l'historique des évolutions, hein, juste pour faire, je ne vous endormirai pas ce matin en faisant toute l'historique, mais en même temps, je trouve ça intéressant de vous montrer que TELaide, entre autres TELaide Montréal, a été dans le premier centre d'écoute qui
qui ont été à l'origine au Québec de nous amener un vaste mouvement. Et à l'époque, en 1970-71 environ, ben, TELaide est né, puis ça a amené une escalade, et puis une bonne escalade de services qui se sont développés à partir de là, et plusieurs ont emprunté ou ont utilisé le nom TELaide dans différentes régions. Mais il y a des services d'aide téléphonique également qui font de l'écoute généraliste et qui sont répartis sur le territoire de Québec. Et c'est pas venu de nulle part, ce mouvement de l'écoute active, au sens que les Samaritains en Grande-Bretagne qui ont été les précurseurs. Et il y a des mouvements également qui ont fait que au Québec, oui, il y a 23 centres. Je ne vous les nommerai pas parfaitement toutes les centres, mais en même temps, il y en a 23. Et je peux vous dire que chacun, dans leur direction, gère principalement des bénévoles, sont soucieux d'offrir une écoute vraiment de qualité, empathique, pour recevoir un peu le mal-être des personnes. Je parle de mal-être parce que je trouve que c'est important aussi de vous montrer que là, je suis rendu Marie-Julie à l'écoute hors Québec, dans le sens que le mal-être est important et à travers ce qu'on véhicule, on est collaborateur avec des associations qui, des fois, s'intéressent depuis très longtemps à l'écoute. Et puis, on parle de la Fédération internationale de l'écoute d'urgence. Puis là, je vous expliquerai un peu les subtilités parce qu'on n'est pas, dans le fond, collé à leur philosophie, mais en même temps, on s'y intéresse. Il y a l'international aussi, l'Association internationale qui font de la recherche dans le domaine, qui s'intéressent beaucoup à ce volet-là et puis qui nous alimentent par toute l'historique qu'ils ont. Il y a bien sûr le côté francophone où SOS Amitié, c'est un vaste réseau aussi de 47 centres d'écoute en France. Et il y a bien sûr Télé Accueil en Belgique, c'est environ, je pense, 6 à 7 centres d'écoute répartis sur le territoire de Belgique. Je reviens sur le côté aide, si on peut dire, morale et le mal-être pour vous glisser que là, je suis rendu à l'écoute et les services d'aide téléphonique. On est des collaborateurs, puis je pense que l'historique a fait que nous avons été précurseurs dans certaines zones de services d'aide téléphonique, mais en même temps, l'histoire au Québec a fait qu'il y a des services qui se sont ajoutés et correctement ajoutés, dont je pense tout le réseau des centres de prévention du suicide qui sont bien sûr complémentaires, puis complémentaires pas dans le sens de dire qu'ils sont plus ou moins importants, mais qu'ils garnissent la gamme de services au Québec dans l'écoute téléphonique et dans les services plus spécialisés. Et je trouve ça important de dire que nos services ne sont pas des services de crise, mais en même temps sont là pour le mal-être des personnes dans les zones où il est difficile de s'exprimer. Et je reviens un peu à mon expérience personnelle parce que quand j'ai eu l'occasion de découvrir c'était quoi le monde de l'écoute téléphonique, j'ai découvert que les appelants avaient un énorme besoin de compter et de raconter et de se raconter et de encore raconter un peu des épisodes de leur vie qui peuvent être difficiles. Puis, à certains égards, quand j'entendais des fois un appelant rappeler de façon continue et qu'il avait besoin ou elle avait besoin de compter un peu sa détresse, mais qui pouvait dater de 5, 10 ans, de 15 ans, ça me fascinait de comprendre que l'émotion était toujours encore présente pour cette personne-là, malgré le décalage horaire, et que la personne était toujours collée à ses émotions, aux émotions qu'elle avait vécues il y a très longtemps. Ça me fascinait, puis je me disais, ouf, hey, on a du chemin à faire pour être, je dirais, patient par rapport aux personnes qui nous racontent des fois les mêmes histoires, mais qui sont encore dans leur état émotionnel. Et je me disais, hey, l'empathie, on a besoin encore de gagner un peu des leçons d'empathie, je dirais. Et c'est cette zone de confort que je dirais que cette zone où nos centres d'écoute, je pense, sont encore très soucieux à
être empathique devant les appels qui nous arrivent et qui ont besoin de façon continue d'être présents, respectueux devant leurs différences, devant leur caractère singulier, parce que chaque appel correspond à un besoin particulier. Je m'arrête parce que c'est un terrain que je vois très fertile pour continuer. Et je vous dirais que probablement Pascal, et durant la rencontre, on va pouvoir compléter un peu le portrait général de ce qu'on peut faire modestement. Merci beaucoup, Pierre. Merci pour cette présentation. J'ai vraiment l'impression que c'est comme une mise en bouche, que ça donne tellement envie d'en apprendre davantage et surtout d'en pratiquer davantage. Alors, je donne un 5-10 minutes à nos participants pour poser des questions à Pierre par rapport à l'écoute active. Est-ce qu'il y a des réactions, des impressions? Est-ce qu'il y a des questions spécifiques? Donc, vous pouvez, on coupe le partage d'écran, puis on revient un petit peu tous ensemble. Vous pouvez choisir l'option intervenant, speaker, ou alors vous mettre en galerie pour apprécier la beauté, la diversité des visages qu'on a dans notre grande salle virtuelle ce matin ou cet après-midi pour ceux qui nous suivent en Belgique et en France. Donc, si vous avez envie de poser une petite question par le chat, ça peut être par le chat. Et si vous avez envie d'y aller en direct, vous pouvez aussi attirer l'attention avec une main levée, soit une main physique, soit une main avec l'option Zoom. L'écoute active, est-ce que vous avez des questions, des commentaires ou des réactions par rapport à la présentation de Pierre? On dit toujours que la première question est un petit peu gênante, donc je vous propose qu'on passe directement à la deuxième. Pascal, je vais peut-être... je t'invite à... Allô, j'ai une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Luc, vas-y. On t'entend bien, Luc. Merci. Alors, Luc Vigneault, aujourd'hui, je suis ici pour l'association Vox Québec, qui est l'association des personnes vivant avec un trouble de santé mentale au Québec. Anciennement, on s'appelait les porte-voix du rétablissement. Bref. Ce qui est difficile pour moi là, dans l'écoute active, c'est les gens qui répètent sans cesse la même histoire presque tous les jours. Puis je les comprends, là, ils sont traumatisés, mais comment mieux améliorer mon écoute face à ces personnes qui répètent sans cesse, puis on a l'impression qu'ils ne bougent pas, qui sont là, qui brassent le soupe. Là, voilà, c'est ça ma question bien. C'est une belle question, hein, puis qui nous habite beaucoup dans les centres d'écoute parce qu'à la fois, ben, oui, nous avons cette réalité-là, Luc, dans notre univers d'écoute, des gens qui ont besoin de façon continue et qu'on est confronté avec notre limite d'écoute. Et je pense, puis très modestement, à travers un peu l'expérience des centres d'écoute, qu'on doit faire un bout de chemin, d'empathie, de respect, mais en même temps, notre capacité personnelle doit être communiquée à la personne pour dire que, hey, c'est important ce que tu vis là, mais en même temps, on va se donner un temps parce qu'en même temps, il y a comme un environnement où on a l'impression que quand on ouvre de façon... On veut tellement bien donner, puis qu'on n'a pas la capacité de donner ses limites, de faire ses limites, bien là qu'on se sent submergé, puis moins empathique et moins présent et moins disponible, puis même un peu dérangé par les propos de la personne. Et à la fois, c'est une danse, hein, c'est une danse à faire pour dire qu'on peut donner, on peut essayer d'être bien présent, respectueux et donner tout ce qu'on est capable, mais en même temps établir un cadre de référence pour la personne parce que, oui, dans la santé mentale aussi, hein, a ses défis pour dire que la personne qui a
a ses limites aussi, et elle doit comprendre, elle doit se moduler aussi à toi ou à la personne qui a ses propres limites. Et je pense que c'est un service à se rendre soi, puis à l'autre aussi, d'établir un cadre de référence. Hmm. C'est non professionnel, mais c'est plus expérientiel là, que Oh, oui, j'adore ça d'ailleurs. Merci beaucoup. J'aime bien l'analogie que la danse, hein, on donne et on reçoit. Ouais. C'est nourrissant aussi. Voilà. Merci beaucoup, Luc. Pascal, je vois que tu as levé la main. Je t'invite à ouvrir ton micro puis à nous partager ta question ou tes impressions. Et on Oui, ira Pierre. après chez Ernst. Ben, merci, Marie. Pierre, ce qui me vient à l'esprit, c'est de savoir, est-ce que tu perçois une certaine évolution dans la prise de conscience de l'importance de l'écoute chez la population depuis tout ce temps que tu es là? Je regarde 1971. Est-ce que tu vois une certaine évolution dans la prise de conscience des gens au niveau de l'importance de l'écoute? C'est-tu quelque chose que tu as perçu ou que c'est observable? Des fois, quand les médias nous posent la même question pour dire qu'on a l'impression que la société évolue. Oui, elle évolue à certains égards, mais humainement, la personne qui vit des situations est toujours à la même place. Et c'est là-dessus que, de façon très concise, je te dirais, les besoins sont toujours les mêmes et encore un peu plus criants sur le besoin d'être bien entendu. Et ce qui peut changer, interférer, c'est encore un peu, puis vous l'avez vu, vous vivez sûrement avec un peu le contact des médias sociaux, mais en même temps, tous les moyens de communication, puis je vais sur ce qu'on a vraiment déjà entendu, mais on a de plus en plus des moyens de communiquer de façon efficace, mais en même temps, il y a un décalage qui se fait encore un peu plus marqué sur le décalage humain, pour dire de cœur à cœur ou de personne à personne, quand on vit un petit moment de malaise, ben, de trouver la bonne personne qui va être capable d'entendre et de recevoir tout simplement sans avoir ce mode de solution automatique. Là. Je veux dire, ça demeure. Et il y a quelque part, non, ça n'a pas évolué, mais quelque part, je trouve qu'il y a un décalage encore plus marqué avec un peu les modes de communication actuels. OK. Merci, Pierre. C'est vraiment intéressant, cette prise de conscience que la quantité de moyens de communication n'est pas du tout équivalente à la qualité d'écoute qu'on peut demander, recevoir. Donc, j'aime beaucoup cette information-là que tu précises, Pierre. Alors, on va aller du côté de Ernst Youth. Je ne sais pas si je prononce bien. Alors, Ernst, je vous invite à ouvrir votre micro et à nous partager. Oui, c'est Ernst Joute, mais entre nous, c'est Ernst. Voilà. Okay. Je voudrais souligner une des remarques de Pierre concernant le besoin que les gens ont de raconter, de se raconter, de raconter leur histoire. Et même si pour cela, ils doivent remonter à des épisodes il y a 15 ans et 20 ans de leur vie. J'apprécie beaucoup la remarque parce que c'est un ingrédient important de l'écoute et j'apprécierais que Pierre puisse développer davantage, si c'est possible, sur l'importance du narratif, l'importance du récit. Parce qu'effectivement, je pense que quand on lui offre un espace et un moment privilégié qui est à elle-même pour se raconter, on lui donne l'occasion d'être l'auteur du récit de sa propre histoire. Et ça, que ce soit passé il y a 15 ans, il y a 20 ans, mais j'ai comme chaque fois qu'on lui offre un moment, un espace pour revivre cette histoire, pour la raconter dans ses propres termes, elle devient à nouveau l'auteur de son propre récit. Et ça me paraît extrêmement important. Je fais un rapprochement avec une approche qui est assez connue, l'approche narrative
dans l'écoute, et etc. Donc, je voudrais, si c'est possible, élaborer sur l'importance fondamentale de ce récit de soi dans ce moment d'écoute qu'on offre à la personne. Alors, l'écoute active, en fin de compte, ça revient à créer des conditions favorables pour que ce récit prenne toute son extension, tout son sens. Même si c'est 15 minutes, même si c'est une demi-heure, mais la personne va ressortir de cette expérience-là en disant « j'ai pu raconter mon histoire ». C'est un commentaire que j'aimerais. Voilà. Oui, beaucoup. À travers votre partage, on ressent la puissance des histoires. Il y a celles qu'on vit, il y a celles qu'on raconte, il y a les histoires qu'on partage, qui sont aussi des mythes fédérateurs. Euh, ce que vous dites aussi, c'est que lorsqu'on redevient l'auteur de son histoire, on retrouve son pouvoir d'agir. Voilà. Et donc, on sort de l'impuissance, peut-être de l'immobilité ou de la condamnation. On peut se réinventer. Voilà, tout à fait. Le lien est tout à fait explicite. Et puis, vous piquez ma curiosité. Auriez-vous la gentillesse de nous dire si vous représentez un organisme ou si l'écoute active a une place prépondérante dans votre vie ou dans votre activité professionnelle? Bon, alors oui, je ne représente pas un organisme en tant que tel, mais je suis bénévole à l'écoute au centre communautaire Carrefour-Le Moutier. Et puis, bon, j'ai le privilège d'être aussi sur le conseil d'administration. Mais je ne parle pas en tant que représentant du Carrefour-Le Moutier. C'est comme quelqu'un qui veut partager mon expérience d'écoute, de bénévole à l'écoute. Merci. C'est très apprécié. On plongera dans ce sujet passionnant avec Pascal Champagne tout à l'heure. Alors, je vois aussi, merci beaucoup, Anne. Je vois la main de Samira Lebali qui est levée. Samira, je vous invite à ouvrir votre micro et à faire votre partage. J'ai vu passer votre inscription, puis je suis heureuse que vous soyez là en direct avec nous. Merci beaucoup. D'abord, je remercie tout le monde. Aussi, je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui parce que l'écoute active Micro. D'accord, merci beaucoup. Donc, pour moi, c'est très important cette écoute active parce que c'est un art, c'est un outil puissant de prendre le temps d'écouter l'autre, de comprendre son monde, vraiment de partager des moments avec lui, avec des outils ou pas d'outils. Déjà, l'écoute et créer un espace pour la personne, ça aide de montrer qu'on est là, qu'on est présent. Donc, moi, je suis une travailleuse autonome, coach en développement de l'intelligence émotionnelle, et j'ai beaucoup apprécié le point de Monsieur Pierre quand il a dit que la personne raconte son histoire. Souvent, ça veut dire derrière ça, il y a une émotion qui est là encore, qui veut parler de cette émotion, de le raconter aux autres, de trouver des solutions et tout. À travers l'écoute, comme j'ai dit, c'est un art et c'est ramener aussi, on devient comme un outil pour aider l'autre à écouter son histoire de nouveau avec d'autres outils ou avec une autre couleur que il va être, c'est comme il va se voir dans le miroir à travers cette écoute-là. Puis par la suite, là, c'est lui qui va trouver ses propres solutions, mais accompagné. C'est pas comme s'il va raconter à son ami ou avec dans son entourage, mais dans une place, dans un espace respectueux, avec des outils, avec vraiment empathie, avec humanité, avec beaucoup de valeurs humaines qui peut accompagner la personne pour vraiment le ramener vers ce que lui il désire et trouver son chemin par la suite. Je vous remercie beaucoup. Moi, pour l'écoute active, même si je veux passer toute ma vie à apprendre, j'apprécie toujours parce qu'à chaque fois qu'on écoute, on utilise aussi des outils. C'est une nouveauté pour moi. C'est à travers les couleurs des gens autour de moi parce que l'écoute, oui, l'écoute est là, les outils sont là, mais la couleur de la personne, la manière comment on le transmet, la manière comment on est avec, c'est précieux pour moi. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cette journée-là. Merci.
Je voulais juste partager avec vous. Merci beaucoup. Merci. Je vois qu'on a aussi une question dans le chat. Donc, il y a Nathalie qui nous demande si c'est impoli d'établir un cadre de référence par rapport au temps. Puis, ça me donne le goût de peut-être reformuler la question en disant comment établir un cadre temporel de façon respectueuse. Est-ce que Pierre, tu aurais une ou deux astuces sur ce sujet-là, typiquement? Non, effectivement, puis je pense que le correctif ou la reformulation est plus adapté en fonction du propos, oui. Toi, dans ton expérience, est-ce que tu as déjà pu justement expérimenter le fait l'image qui m'est venue quand je lisais la question de Nathalie, c'est je vois un parent qui est occupé, puis un enfant qui a besoin d'écoute. Puis là, je me disais, est-ce qu'il vaut mieux que le parent ne prenne pas la peine de dire j'ai pas le temps, je suis pas disponible, puis qu'il soit sur son ordi, puis qu'il écoute distraitement, ou est-ce qu'il y a une façon de dire dans 15 minutes, je serai disponible pour toi entièrement pendant 15-20 minutes, puis là, je vais t'écouter. Mon cœur sera ouvert, mes oreilles seront grandes ouvertes. Est-ce que toi, tu aurais peut-être une astuce ou l'autre sur comment se respecter vis-à-vis de la demande d'écoute qu'on reçoit et comment faire comprendre à l'autre que poser ce cadre, c'est le respecter aussi. C'est dire, ce que tu vas me dire, c'est important pour moi, puis mon temps est limité en ce moment, mais là, j'aimerais t'offrir 5 vraies minutes ou 30 vraies minutes. J'aimerais te dire, hey, quel beau modèle, mais j'ai un enfant de 12 ans et ce modèle-là, tu vois, j'ai bien de la misère. Alors oui, effectivement, il faut refléter, il faut comme exprimer la réalité du moment et avec un peu ce que ça nous fait vivre, mais en même temps, ben, le jeu de l'émetteur et du receveur font qu'à un moment donné, des choix à faire et c'est très difficile comme d'appliquer un peu ce cadre de référence-là, si on peut l'appeler ici. Et juste sur ce petit bout-là, on pourrait tellement prendre du chemin aujourd'hui là-dessus. C'est fou, puis je trouve ça intéressant de mettre en relief qu'on dirait qu'entre ce cadre-là puis la réalité, oups, il y a quelque chose là qui se passe là. Il y a quelque chose qui se passe et il y a une réalité, puis il y a comme à jongler avec quelque chose qui est inattendu des fois. Et qu'est-ce qu'on fait avec cet inattendu-là qui dépasse un peu l'objet, un peu de la demande? Moi, j'en ai à apprendre encore. En tout cas, je suis modestement, je dirais, ça ressemble à ça, là. J'aime vraiment cette idée-là qu'on reconnaît humblement, qu'on va s'outiller, qu'on va acquérir des connaissances, puis qu'après, ces outils et ces connaissances vont se confronter à la réalité. Puis Samira le disait aussi, l'écoute active, c'est un art. Et la particularité d'un art, c'est que c'est à la fois des connaissances et des pratiques. Et donc, l'écoute ne s'apprend pas dans un livre, elle ne s'apprend pas en regardant une vidéo. L'écoute, il y a des transmissions, il y a des formateurs, il y a des bases théoriques qui sont vraiment inspirantes, mais ultimement, c'est dans la réalité humaine, avec toute sa part d'imprévu, comme tu viens de le dire, Pierre, qu'on va pouvoir l'éprouver, puis qu'on va pouvoir apprendre, se tromper, évoluer. Et je pense que ça aussi, de se donner la permission de faire ce jeu d'essais et d'erreurs, puis notamment dans les formations qui sont proposées à travers les centres d'écoute. Il y a beaucoup de mises en situation où on peut essuyer les plâtres dans un environnement sécuritaire avant d'être dans une situation réelle. Alors, nous allons poursuivre notre belle conférence. Je vais remettre l'écran devant vous. Merci beaucoup, Pierre, pour ce partage. Et puis, si jamais vous avez d'autres questions qui réapparaissent en cours de route, vous pouvez les mettre dans le chat. Ça se peut qu'on n'ait pas forcément le temps d'y répondre en direct, mais les commentaires sont enregistrés et on peut vous faire un suivi dans un deuxième temps. Alors, nous allons
maintenant poursuivre notre journée de l'écoute avec Martine Perrault. Martine Perrault est consultante en affaires publiques et en relations gouvernementales. Elle est reconnue comme une professionnelle déterminée, rigoureuse, humaine et dynamique. Elle cumule une dizaine d'années d'expérience dans les secteurs privés et publics. On peut dire que Martine possède une excellente connaissance des rouages des appareils politiques et administratifs québécois. Son passage récent au sein de cabinets ministériels ou cabinets politiques comme l'agriculture et la santé lui ont permis de développer une compréhension approfondie des principaux enjeux auxquels sont confrontées les organisations œuvrant au Québec. Martine sait interpeller les bonnes personnes avec les bons arguments pour accompagner ses clients, ses partenaires dans l'atteinte de leurs objectifs. Avant d'œuvrer en politique active et d'être au cœur de différentes réformes gouvernementales, Martine a travaillé à titre de consultante en entreprise dans le domaine des ressources humaines, de la formation. Puis, elle a également occupé un poste professionnel au sein de la fonction publique québécoise. Alors, c'est avec grand plaisir que j'invite Martine à apparaître à l'écran. De mon côté, je vais fermer mon micro et je la remercie d'avoir accepté notre invitation. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Super. Alors, bon matin. Vraiment très, très heureuse d'être avec vous dans le cadre de cette journée de l'écoute 2021. Je vais prendre le temps de commencer en vous disant merci aux organisateurs, merci à l'Association des centres d'écoute téléphonique du Québec de l'invitation. Ça me fait vraiment chaud au cœur de pouvoir vous partager mon humble expérience avec vous ce matin. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un petit peu gênée là, par l'introduction de Marie-Julie. Mais donc, je m'appelle Martine Perrault, je suis présidente de MAPé Stratégie et Affaires publiques et je suis avec vous ce matin pour vous parler évidemment d'écoute, mais dans une perspective qui est un petit peu différente de ce à quoi vous êtes probablement habitués et pour un thème où c'est moins fréquent qu'on en parle, c'est-à-dire la politique. Donc, vous savez, à toutes les fois qu'on parle à quelqu'un, on en parlait un petit peu là, d'entrée de jeu, que ce soit dans un contexte personnel ou professionnel, il y a un dialogue. Donc, il y a nécessairement une personne qui parle et il y a une personne qui écoute. Quand on pense au contexte professionnel, ce qui nous vient en tête, évidemment, c'est le contexte de la relation d'aide où il y a une personne qui est formée en écoute active qui est là pour écouter. Mais à toutes les fois qu'on parle à un patron, qu'on parle à un client, à un collègue, bien, on se trouve dans une dynamique similaire, mais avec une personne qui n'est pas nécessairement formée et qui n'a pas nécessairement toutes les compétences pour bien nous écouter. Ceci étant dit, étant donné qu'on a du pouvoir ou du contrôle seulement sur soi, ce que je vous amène aujourd'hui, c'est de parler de comment mettre en œuvre, comment s'assurer que le contexte soit le plus optimal possible pour essayer de favoriser l'écoute de la personne qui est en face de nous. Alors, de façon plus spécifique, pourquoi parler de ce matin de l'écoute en politique? Bien, premièrement, c'est comme Marie-Julie vous l'a mentionné, c'est mon expérience professionnelle, c'est le domaine dans lequel j'ai œuvré au cours des 5 dernières années. J'ai commencé la politique tout à fait par hasard. J'ai commencé en travaillant dans un bureau de comté, dans le comté de Johnson à Drummondville avec M. André Lamontagne. Donc, j'ai été là 3 ans. Et ensuite, il y a eu des élections. Le député pour lequel je travaillais a été réélu, a été nommé ministre. Alors, j'ai décidé de le suivre dans ses responsabilités ministérielles à Québec, donc à l'agriculture, aux pêcheries, à l'alimentation pour commencer. Et en pleine pandémie de COVID-19, j'ai été appelée en renfort au cabinet du ministre de la Santé, M. Dubé, et j'ai été dans ce cabinet-là jusqu'en juin dernier, donc c'est quand même assez récent. Donc, c'est un domaine que je connais. Je vous parle aussi de l'écoute en politique parce que souvent, les gens en général ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils font. On les voit à la télé une fois de temps en temps, mais le reste du temps, ça demeure un peu flou. Mais pour votre information, les élus, il y a 50 à 60 % de leur temps qui va être consacré à écouter.
écouter des citoyens, des organismes, des entreprises qui viennent leur présenter des projets, des problématiques, qui ont différents besoins, différentes demandes. Donc, ça fait partie intégrante du rôle d'un élu. Troisièmement, le monde politique, c'est un monde qui est quand même à part. C'est un monde dans lequel il y a une culture particulière, beaucoup de décorum, un ensemble de règles écrites et non écrites. Quand on est à Québec, on appelle ça la bulle politique. Donc, c'est sûr que quand on n'est pas dedans, des fois, on peut avoir un certain décalage par rapport à ce qui se passe versus l'extérieur. Et dernière raison, et non la moindre, et c'est la raison pour laquelle je me trouve devant vous aujourd'hui. Étant donné que c'est un monde spécifique, qui a souvent un grand écart, mon intention, c'est de faire en sorte que par différents trucs tout simples à mettre en œuvre, qu'on réduise cet écart-là, qu'on en vienne éventuellement à parler un langage commun, qu'on finisse par se comprendre et bien s'écouter, qu'on puisse éventuellement évoluer en tant que société. Donc, c'est peut-être une vision un petit peu idéaliste de la chose, mais c'est quand même l'intention avec laquelle je me présente devant vous aujourd'hui. Alors, vous allez voir, ce matin, on ne réinventera pas la roue. Principe de base que je vais mettre en contexte politique, c'est assez simple. On a à peu près une vingtaine de minutes ensemble, donc on n'ira pas en profondeur. Ils se donnent des ateliers où on va vraiment regarder quoi faire, quoi ne pas faire, des simulations et tout, mais ce n'est pas l'objet ce matin, donc je vous le dis, on regarde vraiment à très haut niveau. Donc, on peut commencer. J'ai fait le tour de cette diapo-là. Première clé, la plus importante, je l'ai mis au début, ce n'est pas un hasard. Préparez-vous et faites des demandes qui sont claires. Les gens qui travaillent en politique, c'est des gens dont l'horaire est souvent chargé, pour ne pas dire surchargé. Donc, quand ils vous donnent un rendez-vous, quand vous avez un moment avec ces gens-là, l'important, c'est vraiment de l'optimiser. Pour vous faire sourire, la photo que vous voyez à l'écran en pleine pandémie, quand je travaillais au cabinet de M. Dubé, c'était ça, mon horaire. C'est un petit peu excessif, on s'entend, on était en pleine pandémie, mais juste pour que vous ayez en tête, quand je finis une rencontre, automatiquement, j'entre dans une autre rencontre, donc important d'être bien optimisé. Qu'est-ce que ça veut dire se préparer? Ça veut dire, premièrement, prendre le temps de mettre ses idées en ordre. Donc, écrivez sur un bout de papier, sachez exactement avec quelle intention vous allez rencontrer la personne, c'est quoi votre demande. Deuxième élément, idéalement, préparer une présentation. Quand j'étais en bureau de comté, on s'entend les problématiques, c'est très souvent des citoyens. Je prends l'exemple d'une dame qui aurait une problématique avec la Régie des rentes du Québec de façon personnelle. Je ne m'attends pas à ce qu'elle arrive avec une présentation. Par contre, si vous êtes une association, que vous voulez interpeller le gouvernement, un cabinet en particulier, arriver avec un support visuel, habituellement, c'est une bonne idée. Troisième élément, pratiquez-vous. Je sais que ça tombe sous le sens, mais plus on se pratique, plus on met ce qu'on veut dire dans nos propres mots, plus ça devient facile quand on rencontre la personne en face de nous. Quatrième élément, respectez le temps qui vous est alloué. La photo reste là pour une bonne raison. Donc, ayez toujours en tête là, que si jamais, quelques minutes avant la fin de votre rencontre, il vous reste encore 5 à 10 diapositives à poser, l'attention de la personne en face de vous, là, elle est déjà rendue ailleurs. Donc, présentation un petit peu plus courte, on se garde du temps à la fin, puis on est sûr que notre message passe en entier. Dernier élément, et ça, je vous le dis, c'est le plus important, formuler des demandes qui sont claires. Il faut que quand vous allez terminer votre présentation, que la personne en face de vous sache exactement ce à quoi vous vous attendez d'elle et comment elle peut vous aider. En politique, des demandes, ça ressemble à quoi? Vraiment, pour vous donner une idée, des fois, ça peut être juste, vous voulez informer l'élu de votre coin. C'est tout à fait correct. Vous avez un événement qui s'en vient, vous voulez qu'il le sache. Vous êtes une organisation importante sur le territoire, vous voulez l'informer de votre existence. C'est tout à fait correct, mais mettez la table dès le début. Ça se pourrait que vous ayez besoin de soutien. Soutien financier, par exemple. Les bureaux de comté au Québec ont tout ce qu'on appelle un soutien à l'action bénévole. Ça peut être ça. Les cabinets ont des budgets discrétionnaires, donc c'est tout à fait légitime comme demande. Ça peut être également un soutien de nature plus morale.
Exemple, vous avez besoin d'une lettre d'appui pour un projet. Vous voulez que la personne soit présente à votre conférence de presse. Vous voulez de la visibilité que la personne peut vous donner. Tout à fait correct également. Vous pourriez avoir besoin d'une action à court terme. Je reviens avec mon exemple de la Régie des rentes. Vous pourriez vouloir que le député ou son équipe passe un coup de fil, essaie de dénouer la petite impasse dans laquelle vous vous trouvez. Soyez clair là-dessus. Le dernier, vous pourriez également avoir besoin d'une action à long terme. Vous vous souvenez, récemment, il y a eu une consultation au niveau de la santé mentale. Vous avez probablement déposé un mémoire comme association. Mais quand vous déposez ce genre de document-là, important d'indiquer clairement ce à quoi vous vous attendez, quelles sont vos demandes. Et je vous le dis, j'insiste là-dessus, ça m'est arrivé trop souvent de terminer une rencontre et de ne pas savoir exactement à quoi la personne s'attendait de moi. Donc, j'insiste encore une fois sur la nécessité de faire des demandes qui sont claires. Deuxième clé, le ton constructif. Quand on est en politique, souvent, on est un petit peu au bout de la chaîne. Donc, quand la personne vient nous voir, c'est souvent parce qu'elle a épuisé toutes ses ressources. Donc, on s'attend quand même à ce que la personne qui arrive soit un petit peu découragée, un petit peu déçue, un petit peu frustrée. C'est correct. Mais, et la nuance, elle est là, assurez-vous de ne pas faire de reproches, de ne pas insulter la personne en face de vous. Ça peut tomber sous le sens. Je l'ai mis parce que je l'ai déjà vécu. Je pense à un monsieur en particulier qui avait des problématiques avec la Commission de protection du territoire agricole, arrive dans mon bureau et commence la discussion en me disant que les fonctionnaires étaient tous des incompétents et que les politiciens étaient tous corrompus. Disons que ça commençait plus ou moins bien et que ma volonté de l'écouter, de l'aider, s'en est trouvée affectée. Donc, idéalement, on ne va pas dans ce genre de truc-là. Deuxième chose, prendre soin de ses émotions préalablement. Pourquoi je parle d'émotions ici? Quand j'étais à la santé, j'avais le dossier des médicaments et c'est arrivé à quelques reprises de rencontrer des parents dont l'enfant souffrait d'une maladie grave et que le médicament n'était pas encore remboursé par le système public. C'est sûr que dans ces événements-là, il y a quand même beaucoup d'émotions. Ceci étant dit, les personnes en politique, la plupart du temps, ne sont pas formées en écoute active, ne sont pas formées en relation d'aide et peuvent être inconfortables. Donc, si on s'est bien préparé, on sait où nos zones de vulnérabilité. Si vous avez besoin de ventiler, il existe des excellents centres d'écoute téléphonique au Québec. Si vous avez à gérer des émotions, il y a aussi des ressources qui sont disponibles, mais en prendre soin pour bien gérer comment on va animer la rencontre, c'est important. Troisième élément, être en mode solution. Je le répéterai jamais assez souvent, c'est vraiment la clé pour avoir l'écoute de nos politiciens, de nos élus. Si vous arrivez et que déjà vous avez pensé à quelques pistes ou déjà que vous avez fait des tentatives pour essayer de résoudre votre problématique, déjà, ça rend la personne plus ouverte à vouloir vous aider. J'en ai vu qui sont arrivés et qui étaient juste en mode revendication. Déjà en partant, je vous le dis, ça met une barrière et ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, même si vous n'êtes pas sûr d'avoir la solution, de démontrer quand même un engagement dans cette démarche-là, c'est toujours quelque chose qui est correct. La troisième clé, soignez votre image. On s'entend, c'est du réchauffé, tout le monde le sait, mais je le mets ici et je le répète pour deux raisons particulières. La première, en fait, c'est parce que j'ai vu certaines personnes où ce n'était pas nécessairement respecté, donc ce n'est pas encore un acquis. Mais surtout, je vous en parle parce qu'au niveau politique, je vous en ai parlé au départ, c'est un milieu dans lequel la culture est particulière, il y a beaucoup de décorum et c'est plate, mais l'apparence physique joue un rôle. C'est des gens qui sont souvent devant les caméras, en rencontre et tout. Donc, de facto, il y a un filtre avec lequel on analyse la réalité, puis où on va se faire une première impression très, très rapide de la personne en face de nous en fonction de la façon dont elle est mise. Donc, je vous le rappelle, de la soigner, qu'est-ce que ça veut dire avoir des vêtements qui sont appropriés? Pas obligé d'être en habit, vous pouvez rester vous-même, mais juste de s'assurer de respecter un certain décorum. L'hygiène, évidemment, s'assurer qu'on ne met pas trop de parfum, etc., des trucs de base. Et idéalement, d'avoir une belle posture. On est bien assis, on n'arrive pas avec le dos tout rond. Donc,
On est là et déjà en partant, on veut projeter une image de crédibilité qui va aider la personne en face de nous à être plus attentive à ce qu'on va lui présenter. La 4e clé, établissez un dialogue. Quand on est en relation d'aide, on peut s'attendre à ce que ce soit une personne qui parle plus que l'autre, que la personne nous raconte son histoire, comme on a parlé tantôt. Mais quand on rencontre nos politiciens pour une raison particulière, c'est important de laisser du temps à l'interlocuteur pour réagir et poser des questions. Vous savez, les politiciens, en général, ce sont des généralistes. Fait que ça se peut qu'ils ne connaissent pas tous les tenants et aboutissants du sujet que vous allez leur présenter. Leur rôle, c'est beaucoup d'écouter, de mettre en contact, d'ouvrir des portes, d'interpeller les fonctionnaires sur des problématiques. Donc, ce n'est pas de tout connaître sur un sujet particulier. Donc, si vous laissez du temps à l'interlocuteur pour réagir, vous allez favoriser l'échange et la personne va conserver son intérêt à votre réunion. Vous savez, en 2021, il y a beaucoup de Teams, beaucoup de Zoom. J'ai vu ça très, très souvent avec d'anciens collègues. C'est facile, on ferme notre caméra, on va répondre à 2-3 courriels sur le côté et on revient. Si on pose des questions, puis si c'est un rythme d'échange, on évite ce genre de problématiques-là et on garde l'attention. J'en ai parlé tantôt, l'importance de prévoir une présentation plus courte que le temps alloué, de laisser une période de questions à la fin pour pouvoir résumer et laisser la place aux questions besoin pour qu'on s'entende sur c'est quoi votre demande, à quoi vous vous attendez, quels sont les échéanciers qu'on met en place pour atteindre nos résultats. Dernier élément, pour moi, établir un dialogue, oui, c'est important qu'on est dans une rencontre officielle, mais c'est important tout le temps. Donc, en dehors des rencontres officielles, je vous invite fortement à tisser des liens avec vos élus, avec leur équipe. Vous les voyez à un événement, allez dire un petit coucou, vous avez une nouveauté, un petit coup de fil, puis vous allez voir quand vous allez arriver en rencontre, ça va tellement être plus facile. J'ai beaucoup parlé là, jusqu'à date d'exemples pour vous faire réfléchir. J'ai quand même une mention coup de cœur à donner. Je suis à Drummondville, Centre de prévention du suicide à Drummond. Vraiment, c'est des liens en dehors des rencontres officielles. Ils sont des champions. Ils ont maintenant une écoute de la part des élus locaux qui est très, très forte. Et ça, c'est grâce à tout le travail qu'ils ont fait en amont et ça rend le tout tellement plus facile. La dernière clé, et non la moindre, soyez en mode écoute vous-même. Vous savez, il y a une citation célèbre qui dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. » Bien, ça commence par chacun de nous. Ça commence à être en mode ouverture nous-mêmes. Ça se peut très bien que vous présentiez vos choses, que la personne vous apporte une solution complètement champ gauche. Ceux qui me connaissent savent que c'est un petit peu mon genre de vous amener à des endroits auxquels vous n'avez pas réfléchi. Bien, demeurez ouvert, même si ça fait partie des choses que vous n'aviez pas envisagées. Ça se pourrait aussi que la personne en face de vous, pour différentes raisons, réagisse de la façon dont vous ne voulez pas, qu'elle ne soit pas ouverte, qu'elle refuse d'acquiescer à votre demande. À ce moment-là, ce n'est pas le temps de réagir sur le champ et de briser la relation. Préférable de demander un temps de réflexion, demander une deuxième rencontre au besoin, de retourner à la planche à dessin, de prendre en compte la perspective de l'autre pour arriver avec des nouvelles pistes de solutions. Donc, voilà, en résumé, je vous l'ai dit qu'on allait être très en surface. Importance de se préparer et de faire des demandes claires, d'utiliser un ton qui est constructif, de soigner son image étant donné que la personne nous voit à travers sa lunette de politicien qui est une culture très particulière, d'établir un dialogue pendant la présentation, mais également avant et après, et d'être en mode écoute. Je vous parlais également, j'ai parlé du Centre de prévention du suicide de Drummond que j'aime beaucoup. J'en ai eu énormément des rencontres dans les dernières années. Je veux quand même vous rassurer en disant que même s'il y en a certains qui font des erreurs, j'ai vu des personnes extraordinaires. Il y a plein de petits miracles qui se passent à chaque jour avec nos élus. Vous savez, ces gens-là, habituellement, s'engagent en politique parce qu'ils veulent faire avancer les dossiers, parce qu'ils veulent accompagner les citoyens. Ce n'est pas nécessairement l'image que les médias nous renvoient, mais en général, c'est le cas. Donc, je vous invite à oser. Dans les prochaines semaines, osez faire un premier contact avec votre élu. Osez l'interpeller dans un cocktail, dans un 5 à 7, peu importe.
oser tisser ces liens-là parce que je suis convaincue qu'à force de se rapprocher, on va mieux se comprendre, on va finir par avoir un langage commun, puis on va finir par avancer dans le sens où on veut tout le monde ensemble. Alors voilà, puisque je mets mes bonnes pratiques en application, je vous remercie pour votre écoute et on a un bon 5 à 10 minutes ensemble si vous avez des commentaires, des questions. Sachez également que, encore une fois, à la suite de cette présentation-là, je vais demeurer disponible soit par courriel, soit via l'association, soit via Marie-Julie. Si vous avez des questions, qui est la personne à interpeller, comment je peux l'approcher et tout, je serai là pour vous aider. Ça me fera énormément plaisir. Merci beaucoup. Oui. Bon, est-ce que je peux intervenir? Oh. Est-ce que c'est le temps qu'on intervient? Bon, d'accord. Alors, exactement, j'étais en train de juste rouvrir le micro pour vous accueillir. D'accord. Je vous en prie, si vous avez des questions à adresser à Martine, je tiens à la remercier pour son temps et pour sa générosité. Quand on a des tisserands et des tisserandes qui réduisent les écarts entre différentes cultures organisationnelles, c'est vraiment précieux. Alors, merci Martine de mettre ton expérience et toutes tes qualités humaines au service de ces rapprochements et de ces actions qui font progresser les individus, les collectifs et la société. Marie-Paul, on vous écoute. Alors, en tout cas, j'ai beaucoup aimé la présentation de Mme Martine. Avec les élections municipales qui s'en viennent, c'est vraiment le temps d'aborder les aspirants à la mairie, les conseillers aussi, de consulter leur programme et puis d'assister aux rencontres, aux panels ou de poser les questions. En tout cas, moi, je les interpelle réellement. Je ne sais même pas encore pour qui voter parce que je veux connaître les programmes de tout ce monde-là et j'assiste à leur rencontre le plus possible. Merci. Madame Carrier, commentaire hyper pertinent. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Effectivement, il y a une belle opportunité pour chacun d'entre vous d'interpeller en période de campagne électorale. En période électorale, si vous avez des demandes, ce n'est pas nécessairement le temps, mais c'est un excellent moment pour établir le dialogue, se faire voir, tisser des liens. Et ensuite, quand la personne sera élue dans les premiers mois, mais ce sera le temps d'arriver, d'aller vous présenter de façon officielle dans une rencontre d'information et ensuite de faire clairement vos demandes. Très, 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 très bonne idée. Alors, si jamais vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, vous pouvez mettre la main en l'air, puis on va vous donner la parole. C'est le moment. Comme Martine l'a dit, ce sont des éléments fondamentaux, là où je pense que chacun d'entre nous a des défis et un grand terrain de jeu, c'est la mise en application. Puis, il y a de belles occasions qui se présentent. Alors, je vois Elena Roulet. Votre micro est déjà ouvert. Luc, on viendra à vous juste après. Elena, la parole est à vous. Oui, bonjour, bonjour. Merci encore pour la présentation. J'ai peut-être en fait une question qui peut-être finalement fait un peu un lien entre ces deux parties, soit le portrait de l'écoute et ce qu'on vient de voir au niveau des élus. Petite question en fait. Oh, je m'excuse, le son est coupé. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend. OK, je m'excuse. Donc, en fait, c'est ça, ma question est la suivante. Compte tenu du fait, c'est ça, je me demandais si il existait des études peut-être de style un peu sondage léger sur la perception qu'ont les citoyens de l'écoute. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux, la place qu'ils ont dans leur quotidien? Puis le lien que je fais avec la présentation au niveau de l'écoute en politique, c'est toute la question de préparation quand par exemple, un centre d'écoute veut faire peut-être des représentations auprès du monde politique, des fois connaître aussi
la perception, la compréhension que les gens ont de l'écoute. Ça nous permet de faire, de se positionner, de faire des actions ou alimenter nos réflexions. Donc, je me demandais si s'il existait à votre connaissance des études à ce sujet-là. Je disais c'est léger, comme sondage léger, mais ça pourrait être un autre groupe. Donc voilà, c'est un peu la question que je lance dans cette optique de mieux comprendre aussi la perception qu'ont les citoyens de l'écoute. À ma connaissance, s'il n'en existe pas, notamment au plan provincial, ce serait peut-être une très bonne idée de lancer un chantier de cette nature-là. Je fais un petit clin d'œil à M. Plourdre comme association. Ça pourrait être très, très bien d'avoir des données. Ça serait une très bonne approche. Ensuite, arriver avec les résultats du sondage pour interpeller les politiciens. Et Mme Boulet, je vais faire du pouce sur ce que vous dites, les liens aussi entre la présentation de M. Plourdre et la mienne. Moi, je vous ai parlé de comment vous pourriez vous assurer d'avoir tous les éléments là, pour vous assurer que la personne en face de vous écoute. Mais vous pouvez également inviter les gens qui travaillent dans les bureaux de comté, notamment, à suivre vos formations pour qu'eux-mêmes finissent par avoir une meilleure écoute. Je vois Marie-Josée, qui est une ancienne collègue, qui hoche de la tête, qui est dans un bureau de comté. Marie-Josée qui a une écoute formidable, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et moi, mes anciens collègues au bureau de comté qui ont suivi la formation Sentinelle avec le centre de Drummondville. Donc, vous pouvez leur donner la main. Donc, oui, vous faire votre bout de chemin, mais de faire le bout de chemin de l'autre côté, c'est un travail qui se fait à deux. J'aurais le goût de compléter un peu le bout de chemin et la question parce que on a effectivement, on vient de terminer une espèce de démarche stratégique pour mieux orienter un peu les destinées de l'association dans les prochaines années. Et Marie-Julie a été une très, très bonne collaboratrice pour mener à terme ce projet-là. Et c'est sûr que les communications, puis un peu le déploiement de l'association orientent un peu sur ces zones-là. Et entre autres, d'avoir une étude d'impact. Pour demain matin, si les centres d'écoute n'étaient pas au Québec, qu'est-ce qui arriverait? Okay? Ce serait quoi un peu le rapport un peu et l'effet? C'est quoi l'effet de nos centres d'écoute? Parce qu'on est, quand je le mentionnais un peu tout à l'heure, on est dans le soft line, si on peut l'appeler. Hein? On est dans le soft line pour dire qu'on n'est pas un centre de crise, puis on n'est pas un centre de prévention du suicide. Et si je peux l'appeler ainsi, la médiatisation est bien plus sur les services d'intervention. Là. Mais en même temps, de prévention, ben là, on est un peu plus dans l'ombre. Et c'est là qu'à un moment donné, notre zone de visibilité doit être valorisée puis diffusée différemment. Et nos défis sont à ce niveau, je crois, pour les prochaines années. Autant pour l'association, mais encore plus pour les centres d'écoute en général, dans chacune de vos régions. Fascinant de découvrir ce continuum de services. C'est sûr que la crise, elle est visible, elle est tangible, puis c'est aussi un sujet que les médias aiment parce qu'on aime le sensationnel. Puis en même temps, il y a vraiment tout ce travail en amont de sensibilisation, de promotion de l'écoute active et de prévention de la détresse psychologique. Là, c'est intéressant parce qu'on est du coup dans une approche qui garde l'organisme, l'individu et la société en bon état de santé, plutôt que de retrouver parfois très difficilement un équilibre. Alors, Luc, je vous invite à nous partager. Bien, d'abord, merci beaucoup, Mme Perrault, pour la présentation. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce que la politique, j'en mange depuis plus de 40 ans. Juste avant de poser ma question, moi, je suis bénévole dans le comté de Chauveau avec le député Sylvain Léval. Et des fois, je l'accompagne dans des activités, puis c'est épouvantable comment les gens ils font exprès pour être écoutés. Là. On débarque la voiture, puis le président de la ligne de loisirs, as-tu mon chèque? Dis bonjour, hein? Dis bonjour, ça ne donne pas le goût d'en donner un autre chèque. En tout cas, bref. Moi, même si je suis en coalition Avenir Québec, ça ne veut pas dire que je vais être écouté facilement, là,
Mais force est de constater depuis 40 ans, c'est que les attachés politiques n'ont même pas un minimum de connaissance du domaine dans lequel ils représentent. Puis je ne veux pas vous insulter, là, Mme Perrault, là. Tu sais, quand tu dis, ouais, mais tu sais, le cadre de référence des maisons d'hébergement, par exemple, puis ils te regardent en disant quel cadre de référence, tu sais. Alors, comment leur expliquer que le cadre existe sans les insulter? Parce qu'on ne veut pas les insulter, là. Mais, comme je vous dis, ils s'en viennent vous rencontrer, puis ils n'ont aucune connaissance de tout ce qui est en place déjà. Donc, ma question est un peu là. Il faut leur dire que le cadre existe, mais comment? Il y a différents éléments de réponse qui sont possibles. Puis effectivement, je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, les attachés politiques, les élus, on s'entend, ce n'est pas des spécialistes. Puis surtout quand on est dans un bureau de comté, on se fait interpeller, il y a un problème au niveau agricole, il y a un problème au niveau de la municipalité. C'est très vaste, donc on demeure tout le temps très, très en surface. Levez la main, prévoyez une rencontre, dites que c'est pour de l'information, que vous voulez les aider à vous aider, puis demeurer dans le positif, tout simplement. Mais la plupart du temps, les gens vont être ouverts à vous écouter. Par expérience, ce n'est pas tout le monde qui a la même volonté d'écouter, on va se dire ça comme ça, mais n'hésitez pas à donner plus d'informations que moins, puis d'être très concis dans ce que vous voulez qu'ils retiennent. Parce que dans une journée, on se fait quand même bombarder de tous les côtés, donc d'être concis. Mais si jamais vous avez besoin d'aide, ça me fera plaisir. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'aimerais... Je jongle un petit peu avec le micro en fonction de la disposition de l'écran. Mon bouton Unmute bouge. J'ai vu que Marie-Josée avait levé la main, donc on va pouvoir mettre Marie-Josée à l'écran et puis après, je prendrai les quelques questions qui sont apparues dans le chat. Donc, on va encore prendre 2-3 questions et puis poursuivre notre bel événement. Merci. Je vais faire un petit peu de pouce sur ce que Luc a demandé à Martine et ce que Martine a déjà dit. En étant moi aussi à travailler dans un bureau de comté. Pour les organismes, gênez-vous pas à nous faire parvenir votre programme, de nous appeler, de nous parler de c'est quoi votre cause, parce que comme Martine dit, on est généraliste, on ne peut pas tout connaître non plus. Puis, des fois, on tisse des liens, puis en même temps, nous, ça nous permet de référer les citoyens à vos organismes. Et puis, c'est ça. Puis aussi, je voulais dire merci à tous les organismes d'écoute, parce que pour moi-même, des fois, quand je n'ai pas l'écoute que je devrais avoir parce que je suis généraliste, et je ne me gêne pas à faire appel à certains organismes, à certains centres d'écoute pour savoir comment interagir avec mon citoyen. Puis même après ça, pour être meilleur pour lui répondre, puis après ça aussi, le référer à vos organismes. J'apprécierais parler. Merci beaucoup, Marie-Josée. Alors, j'entends une petite voix qui apprécierait parler. J'invite cette petite voix, Marie-Paul, c'est ça? Oui, oui. Alors, moi, Martine, toi qui as de l'influence, moi, l'Institut de la gouvernance instauré par M. Michel Nadeau, qui était avant la Caisse de dépôt et qui est décédé récemment. Bon, l'Institut de la gouvernance, moi, j'apprécierais que tous ceux qui aspirent à à des services au niveau de la politique, du moins les élus, reçoivent cette formation. J'ai le cahier ici, moi, je l'ai reçu, heureusement. Son épouse, Lydie Olga Knapp, elle a fondé le Musée de la femme, puis elle nous a offert cette formation-là. Donc, c'est au moins 6 rencontres. Moi, j'apprécierais que vous instauriez cette politique venant de l'Institut de la gouvernance de manière à ce que l'éthique soit en premier lieu et toujours en premier lieu. Voilà, c'est tout. C'est effectivement hyper pertinent. Madame Carrier, je vais demander à Madame Chaput de nous mettre en contact pour avoir un petit peu plus d'informations. Puis si je peux passer certains messages,
les élections provinciales sont dans 1 an. Il y aura tout un certain renouvellement, mais c'est le temps de former les élus quand ils arrivent en poste. Donc, ce serait probablement un beau moment. On a quelques mois devant nous pour nous préparer. Oui, alors, l'Institut de la gouvernance fondé par Michel Nadeau. Merci beaucoup, Marie-Paul. Merci aussi, Martine. Merci pour les commentaires qui sont arrivés dans le chat. Des remerciements pour Martine et ses 5 clés. On l'entend, hein, il y a des clés pour maximiser nos chances. Puis, en même temps, pourquoi pas profiter. On arrive bientôt aux fêtes de fin d'année. Que ce soit écrire une petite carte pour transmettre vos vœux, que ce soit à l'occasion du lancement d'un nouveau programme, à l'occasion de portes ouvertes, à l'occasion d'un déménagement, d'une inauguration. Moi, le défi que je vous lance, c'est au cours des 3 à 6 prochains mois de trouver une occasion positive où vous allez pouvoir aller à la rencontre d'élus de votre territoire, pas dans une démarche pour prendre, demander ou exiger, mais dans une démarche pour offrir. Alors, je vais repartager l'écran. Encore merci Martine, puis merci pour votre participation, merci pour vos questions, vos commentaires. Nous allons maintenant, j'espère que vous voyez bien mon écran. Nous allons maintenant plonger dans la réalité des centres d'écoute. Donc, tout à l'heure, Pierre vous le disait, 23 centres d'écoute sont répartis sur le territoire québécois pour vous offrir une écoute active, gratuite, confidentielle, empathique. Pour être porte-parole de nos centres d'écoute, nous allons être en la belle compagnie de Pascal Champagne. Pascal Champagne est directeur général de TELED Région du Suroît, qui est un centre d'écoute basé en Montérégie. Pascal est un homme ouvert d'esprit, chaleureux, un homme qui aime la vie. Son parcours est un peu atypique puisqu'il a œuvré durant plus de 17 ans à titre d'intervenant scolaire avant de faire le saut à TELED. La cause de l'écoute fait partie intégrante de sa vie et ce, dans plusieurs domaines, notamment dans les sports, au niveau professionnel et au niveau familial. Pascal, je te remercie d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui et de représenter les centres d'écoute. Je t'invite à ouvrir ton micro et le micro est à toi. Merci Marie, merci Martine, merci Pierre. Je suis heureux, je suis nerveux de vous présenter quelque chose de concret ce matin, c'est un peu ça. Bonjour à vous tous, mon nom c'est Pascal Champagne. De par mon titre de directeur général à TELED Région du Suroît, mais je demeure surtout un maillon parmi les autres centres d'écoute téléphonique au Québec. Puis je peux vous dire que je suis très fier d'être membre de l'Association des centres d'écoute téléphonique du Québec. Marie, si on peut revenir sur l'image des 2 cerveaux que l'on voit là, j'ai choisi cette image-là comme représentation pour les centres parce que 2 cerveaux en effervescence avec des liens qui se créent et tout ça, je trouvais que c'était approprié afin de vous montrer un petit peu cette image-là, pour moi, ça reflète ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'il y a des travaux qui ont été publiés en 2010. Là. Je vous donne la référence vite faite. C'est un professeur en neurosciences qui, de par leurs travaux, suggère que certains systèmes du cerveau humain sont dotés de neurones miroirs qui jouent un rôle dans des processus cognitifs comme la compréhension des émotions. Fait que pour moi, pour les centres d'écoute, être un miroir pour l'autre, c'est un des objectifs des centres d'écoute au Québec. Je trouvais ça opportun, je trouvais ça intéressant de représenter tout ça. Donc, voilà. Instinctivement, j'ai accepté d'être porte-parole des centres d'écoute tout simplement parce que je me devais, je sentais une certaine responsabilité à mon tour de transmettre ce que les centres d'écoute offrent. Oui, l'écoute empathique, active, tout à fait, mais surtout la nécessité qu'est l'écoute avec un autre être humain. Pour moi, c'était ça qui est important, donc j'ai accepté en tout point.
Bien, à ce jour, nous avons l'opportunité, comme centre d'écoute, nous avons la force, le pouvoir de faire partie d'une belle association. On l'a mentionné à maintes occasions, qui regroupe près de 23 centres d'écoute au Québec. Depuis plus de 50 ans, là, Pierre nous l'a mentionné dans son historique, les centres d'écoute au Québec se sont implantés comme une ressource, en tout cas pour moi, indispensable. Puis justement, pour vous dire à quel point je trouve ça indispensable, j'ai une petite statistique amusante. J'ai demandé à Pierre de me répertorier les années de fondation de tous les centres d'écoute. Puis, je vous lance ça comme ça. C'est amusant, mais c'est assez frappant. À ce jour, aujourd'hui, les centres d'écoute au Québec ont cumulé plus de 700 ans d'existence et d'expérience cumulée. Donc, ce n'est pas rien, c'est solide. Puis, c'est 700 ans d'existence et d'expérience cumulée. Donc, on ne se cachera pas qu'à tel point que c'est important, c'est que durant le présent contexte de la pandémie, bien, nos centres ont été sollicités. Oui, par nos gouvernements, nos dirigeants et tout ça, afin de devenir un service essentiel. Puis là, bien, je m'empresse souvent de le mentionner. Là, Martine, ça me fait rire parce que souvent, je côtoie des députés fédéraux, provinciaux, puis ça m'arrive souvent de le mentionner à nos dirigeants. Il y a plusieurs autres partenaires, quand j'en ai l'opportunité, c'est que moi, le constat de tout ça, c'est que les ressources communautaires se doivent d'être reconnues comme faisant partie intégrante de la fondation même de notre réseau de la santé au Québec. Pour moi, là, c'est inévitable de le mentionner à chaque fois, tu sais, puis c'est important. Fait que maintenant, ben, c'est à nous de poursuivre sur ce constat-là, puis participons tous et chacun à faire valoir puis reconnaître nos services d'écoute auprès des gens qui sont concernés. Donc, voilà. On peut peut-être passer à la... Oui, exactement. Donc, pour la population en général. Pour moi, je suis dans le domaine des centres d'écoute depuis seulement 3 ans, puis souvent, j'ai des gens, j'ai des amis, des anciens collègues. Pour la population en général, c'est quoi une ligne d'écoute? On parle de centres de crise, on parle de centres qui font des appels d'amitié et tout ça. Fait que pour moi, c'est important de départager un peu c'est quoi une ligne d'écoute, puis ça sert à quoi? Dans le commun des mortels, on vit déjà dans nos centres d'écoute respectifs, on sait un peu plus de quoi on parle. On n'est pas avec des œillères, mais j'ai l'impression pour la population en général, des fois, c'est un sujet, ça représente quoi? Fait, afin de répondre à ces 2 types de questions, je vous présente ceci. J'ai bien aimé d'entrée de jeu, j'ai entendu les commentaires de M. Joux, si je ne m'abuse. Une ligne d'écoute, c'est quoi? Bien, c'est un endroit où on peut se déposer, s'ouvrir avec un autre être humain, puis même se réfugier l'espace d'un moment. Une ligne d'écoute, bien, c'est un endroit où on sera accueilli, sans jugement, avec une ouverture, puis surtout le respect de l'autre dans sa confidentialité. Donc, pour moi, c'est ça, une ligne d'écoute. Une ligne d'écoute, ça sert à quoi? Mais ce que j'explique un peu aux gens, puis ce que j'essaie de faire valoir, c'est qu'une ligne d'écoute, ça sert à ventiler, ça sert à se questionner, ça sert à permettre à trouver en soi ses propres solutions. Puis de par la formation de nos écoutants, bien, les gens qui appellent sont alors dans une posture où réside leur propre intérêt, leur présence. Fait que les lignes d'écoute, ça amène que les gens à goûter à le sentiment d'être quelqu'un pour quelqu'un. Pour moi, c'est ça une ligne d'écoute. Puis en plus, mais une ligne d'écoute, oui, ça sert à l'entraide, au support, à sentir que nous ne sommes pas seuls, puis que nous existons, puis que nous sommes un parmi les autres. Pour moi, c'est des attitudes qui se répercutent puis qui font un réel impact sur tout être humain à part entière. Puis justement, pour vous présenter les attitudes, je fais un bref survol, mais pour moi, c'est vraiment important. Les 5 attitudes de base, je vous les présente vite fait, là, au niveau de l'accueil, tu sais, le premier contact. C'est-tu quelque chose qui est important, que ce soit par notre voix, notre chaleur, une voix sécurisante? Donc, pour moi, c'est très important. Par la suite, on passe à l'autre diapo où nous avons l'attitude de base qui est le respect. C'est ce sentiment qu'on est considéré, qui porte à traiter les autres avec égard d'une façon particulière.
Ensuite de ça, nous avons l'immédiateté. Mais on dit dans le moment présent, dans l'immédiat, là, tu sais, quand on a quelqu'un qui nous appelle et qui nous rappelle et tout ça, dans l'immédiat, présentement, comment vous vous sentez? Donc, c'est des attitudes intéressantes. Au niveau de l'empathie, l'empathie peut se définir comme la capacité de comprendre le vécu de l'autre, tu sais, d'une autre personne, les idées, les émotions. Mais oui, derrière chaque émotion se cache un besoin, mais de l'empathie. Tu sais, Donc, au niveau des attitudes, il y a aussi l'authenticité. L'authenticité, c'est une attitude de sincérité en relation d'aide. C'est avoir une certaine correspondance exacte entre ce que l'écoutant ressent, ce qu'il reconnaît ressentir et ce qu'il communique à l'autre personne, d'être authentique. Donc, autant pour l'appelant que pour l'appelé. Donc, une action bénévole, quand on lit ça, une action bénévole valorisante, pour moi, c'est important aujourd'hui de vous dire, j'entends souvent, tu sais, on manque de bénévoles. Moi, je pense que le côté bénévole est important au Québec. En fait, est hyper important. C'est une base, c'est une fondation. Puis moi, ce qui me saute aux yeux, là, à chaque fois que je discute avec une personne qui désire devenir bénévole, aujourd'hui encore, ce matin, c'est ce sentiment-là qui revient toujours à chaque rencontre. Moi, j'ai des garçons, ils ont 19, 20 ans. J'ai plein de travailleurs, semi-retraités, retraités, à qui je jase. Puis ce sentiment-là, là, il est commun. Puis ça m'a frappé. C'est le sentiment de vouloir se sentir utile à quelque chose. Et ça me parle. Puis ça me parle en Titi parce que... Et ça me parle tellement que j'ai demandé à mes propres gens, sous forme de témoignages anonymes, mais ils sont tous venus me voir, ils m'ont écrit des bien belles choses. Et aujourd'hui, j'avais le goût de vous les partager. Sous forme de témoignages, je leur ai posé 3 questions. Pourquoi devenir écoutant bénévole? Qu'est-ce que ça vous procure le fait d'être un écoutant bénévole? C'est quoi l'impact d'un écoutant bénévole? Puis suite à ça, voilà ce qui s'est... Voilà pourquoi les gens, quand ils nous témoignent tout ça, qu'est-ce que ça leur fait? Pourquoi? Pour soi-même, les multiples occasions de croissance. Pour les autres, c'est participer à la solidarité puis mettre l'épaule à la roue. Pour d'autres, c'est d'offrir de son temps et son écoute à ceux qui en ont besoin. Pourquoi? Pour exploiter nos qualités, notre générosité. Donc, ça répondait un peu à la question du pourquoi. Puis, encore une fois, sous forme de témoignages réels d'écoutants bénévoles qui sont formés, qu'est-ce que ça vous procure? Tu sais, ça vous procure quoi? Moi, je vais aller chercher le sentiment, l'émotion derrière ça. Puis, voilà leur témoignage du bonheur, du bien-être et le dépassement de soi. L'apprentissage de la solitude puis de la détresse versus personnel à eux. J'ai l'impression de donner beaucoup et de recevoir autant. Je ne peux pas penser quitter mon bénévolat. Ça me procure du réconfort et ça me permet d'apprécier ce que j'ai. D'autres me disaient, cela me permet de voir le bon côté des choses. Et finalement, de la gratitude, d'avoir un sentiment de gratitude, de dire merci la vie. Donc, je trouvais ça important de vous le mentionner, c'est à quoi ça procure à nos gens. Et l'impact que ça a d'un écoutant bénévole, je vous invite à le lire, c'est tout simplement que l'impact que nous pouvons avoir sur les appelants, c'est qu'ils peuvent se libérer. Ils ont besoin d'une oreille et parfois, on fait une différence dans leur journée. On se sent bien quand on a aidé quelqu'un. Donc, pour moi, c'est important de vous mentionner un peu les impacts et de vous dresser un portrait un peu sous forme de témoignage de nos gens. Il y a des données intéressantes que je voulais faire ressortir. Au niveau mondial. Moi, le bénévolat m'habite depuis l'âge de 5 ans, mais aujourd'hui, j'en ai 46. Mais j'étais intéressé à aller voir au niveau des données. Il existe une journée internationale des bénévoles. En 1985, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, pas n'importe quelle organisation, a institué la Journée internationale des bénévoles, GIB, le 5 décembre. Afin de souligner l'importance de la contribution des bénévoles au développement économique et social des communautés. Donc, c'est dire à quel point qu'au niveau mondial, ça existe, c'est présent. De plus, ce que je dois vous mentionner, c'est que
nous avons aussi, au niveau provincial, on souligne aussi ça d'une façon particulière. Le Réseau d'action bénévole au Québec, la RABQ, souligne l'importante contribution des bénévoles et de la reconnaissance de leur implication bénévole. Il souligne ça par la Semaine de l'action bénévole qui est au mois d'avril. Donc, je trouvais ça intéressant de vous le mentionner. Sur ce, oui, il y a une relation gagnant-gagnant. Si on passe à l'autre diapo, Marie, effectivement, les personnes s'engagent dans le bénévolat, se portent mieux physiquement et psychologiquement. Puis ça, ce n'est pas Pascal qui le dit, c'est un fait. C'était validé par plusieurs études, comme on le voit. Le bénévolat est bon pour la santé mentale, ne serait-ce que par ce qui te permet de briser l'isolement. Aussi, la santé physique. Et là, je disais ça à ma blonde, et là, elle me dit, ben voyons donc, comme si les autres qui ne font pas de bénévolat, la pression artérielle, non. Ce qui est important, c'est que aussi pour la santé physique, notamment, donc notamment, ça veut dire qu'il y a des données notables qui ont été enregistrées, perçues et notées qu'au niveau de la pression artérielle, qui serait meilleure pour les bénévoles que pour ceux qui ne s'appliquent pas. Donc, c'est des effets notables. Il y en a un paquet d'autres, mais c'est noté, c'est documenté. Donc, je trouve ça important de vous le mentionner. Et ben là, je mets le site de l'ACET, la ligne d'écoute.ca, qui justement est une recette pour moi qui est gagnante-gagnante. Juste avant de passer à la prochaine diapo, petite conclusion comme ça, je voulais, question de vous soulever une petite question. Pour moi, c'est important de finir ça là, sur une petite forme drôle et le fun un peu. Concernant, pas l'impact, mais au niveau des questions, là, je me perds un peu dans mes papiers, mais ça pour vous dire que vrai ou faux, à savoir, est-ce que, je vais juste retrouver mon petit papier, c'est important pour moi de vous le mentionner, de l'impact, un petit peu, données intéressantes. Bon, voilà. D'accord, merci de votre patience. Pour moi, c'est important de vous le mentionner. Par une petite conclusion qui dit que ceci, vrai ou faux, est-ce que les personnes qui s'engagent dans le bénévolat se portent mieux physiquement et psychologiquement? Donc, vrai ou faux, bien, ça, c'est pas, encore une fois, ce n'est pas Pascal qui le dit, c'est vrai. C'est un fait qui a été validé, et ça par plusieurs études. Le bénévolat est bon pour la santé mentale, ne serait-ce parce qu'il permet de briser l'isolement. Mais comme je vous disais, oui, à cause aussi de la santé physique, je me répète, mais à quel point c'est vrai, c'est que ça a été validé par plusieurs études. Donc, pour moi, c'est important de vous le mentionner. Puis c'est important que les gens en soient conscients aussi. Donc, question d'allaimer aussi tout ça. Ben voilà, finalement, j'ai fait le tour. Pour moi, c'est important de vous le mentionner, le bénévolat, les lignes d'écoute, l'importance. Merci à vous tous de votre écoute. Merci à l'Association des centres d'écoute téléphonique du Québec, en fait, pour leur confiance et leur patience, parce que Pierre, tu es un gars qui est très patient, Marie-Julie aussi. C'est important de vous le dire. Puis, j'ai un petit clin d'œil aussi, un petit merci spécial à mon père pour sa contribution, son apport à l'ouverture d'un centre d'écoute il y a plusieurs années. Je suis très fier de lui et je lui ai déjà mentionné. Donc, pour moi, c'est un plaisir. Merci de votre écoute. Puis, au plaisir. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Puis c'est beau hein, de reconnaître dans notre lignée les influences positives qui sont là. J'en profite pour saluer mon papa qui est à l'écoute de cette conférence. Et puis tout à l'heure, j'ai pas vu toutes les mains qui se levaient pour des interventions. Donc on arrive à nouveau à un moment de questions, de commentaires. Donc si jamais la question d'André est toujours d'application, eh bien il peut prendre la parole ou écrire dans le chat. Et puis sinon, ben, si vous avez d'autres commentaires, faites des petites mains. Et merci Pascal, merci Samira aussi qui remercie. Très belle présentation. Merci pour vos commentaires et vos encouragements. J'ai eu la question tout à l'heure de savoir si la présentation allait être diffusée. Si vous souhaitez disposer du PowerPoint, vous pouvez tout simplement nous écrire à travers le courriel, à travers la page Facebook.
Et peut-être que Pierre aussi, tu pourrais remettre ton adresse directe dans le chat pour les personnes qui aimeraient rejoindre directement Pierre Plourde à la coordination de l'association. Donc, je reprends un petit peu mon écran. Pour le moment, je ne vois pas s'il y a des mains levées. Je vois des remerciements dans le chat. Merci beaucoup. Continuez à faire défiler vos beaux visages, voir si jamais il y a des questions, des mains levées. Je vois des petits cœurs. Est-ce que j'ai inscrit, Marie-Julie, si tu peux me permettre, j'ai inscrit le lien, le ligne d'écoute.ca de l'association. Il y en a qui le demandent, donc je trouve ça intéressant. C'est un beau site qui nous amène de partout à travers la province, donc c'est le fun d'aller chercher nos centres, puis intéressant. Bien sûr, puis ligne-d'écoute.ca, c'est avant tout une porte d'entrée vers les centres qui sont répartis sur le territoire. Donc, quand vous allez sur cette page, ligne-d'écoute.ca, vous pouvez choisir par ordre alphabétique ou par région. Vous découvrez ainsi quel est le centre où vous pouvez à la fois appeler si vous avez besoin d'une écoute confidentielle, empathique et gratuite, et aussi un centre où vous pouvez vous impliquer. J'ai bien aimé dans ta présentation, Pascal, on comprend que les centres d'écoute, ce sont aussi des employeurs de choix qui peuvent offrir des emplois et qui peuvent offrir des opportunités de bénévolat. Ça me donne envie de faire un clin d'œil à Geneviève Bastien qui justement s'occupe notamment des bénévoles au Centre d'écoute et de prévention suicide de Drummond. Puis moi, j'ai pu constater leur évolution au cours des 3 dernières années. Je pense qu'on est passé d'une équipe de 4-5 personnes salariées à 18 personnes, avec certaines personnes à temps partiel. Et puis, il y a une 60aine de bénévoles. Et donc, on voyait que dans les bénéfices du bénévolat, il y a brisé son propre isolement. Et donc, c'est sûr que ces centres communautaires peuvent devenir de vraies familles où on acquiert à la fois un réseau social de qualité et aussi des compétences significatives. Plusieurs centres ont pu tisser des partenariats avec des cégeps, avec des universités et deviennent maintenant des lieux de choix pour effectuer des stages. Alors, bravo à tous ces centres d'écoute. Merci. Il y avait une question, Marie, qui est de Nathalie, sur les formations sont accessibles pour tous. Oui, généralement, dans tous les centres d'écoute, pour les gens qui veulent devenir bénévoles, il y a des formations qui sont assez étendues des fois. Bon, en tout cas, moi, de mémoire, c'est une 30aine d'heures de formation en écoute active. Et on couvre pas mal un peu des attitudes, hein, bien sûr, de développer ces attitudes d'aide. Et aussi, on travaille, il y a certains centres qui font aussi des conférences et des ateliers de formation en écoute active de façon populationnelle, non pas pour qu'on devienne bénévole, mais juste pour développer un peu son écoute. Et je pense que c'est des zones où on doit, et des centres d'écoute doivent développer davantage un peu des formations qui pourraient être diffusées, qui pourraient être offertes tant au niveau des entreprises que pour les intéressés en général, parce que c'est un volet qui manque, je pense, dans l'environnement au Québec, des cours, des ateliers qui sont plus accessibles facilement pour développer ces attitudes personnelles. Magnifique. Anne, de votre côté, la caméra est éteinte, mais je vois une main levée. Aimeriez-vous un commentaire ou une question pour Pascal, Pierre? Si c'est un bref commentaire, j'aimerais revenir sur message, ou en tout cas une mise soulignée par Pascal, par M. Pascal-Champagne, c'est qu'on dit, si les conditions de l'écoute sont facilitantes, ça permet à la personne d'avoir, à l'écoute, la personne écoutée, d'avoir le sentiment d'être quelqu'un pour quelqu'un. Ça me paraît être une ligne fondamentale dans la qualité de l'écoute parce que ça souligne l'aspect un peu relationnel. Donc, quand on parle d'écoute active, comme vous l'avez bien mentionné,
et que la personne bénévole écoutante a certainement une valeur à aller chercher dans cette écoute-là, mais la personne écoutée a sa valeur aussi. Et j'aime beaucoup souligner l'aspect relationnel de l'écoute. Pourquoi? Parce que quand on voit un peu l'ensemble des personnes qui appellent, que ce soit en situation de détresse, de crise, souvent et très souvent, la personne appelle suite à une brisure de relation ou un conflit de relation, que ce soit au niveau de sa famille, au niveau de ses proches, etc. Donc, il y a une sorte de discontinuité dans une relation qui devrait être enrichissante, alimentante. Alors, en offrant à la personne écoutée une occasion de vivre dans ce moment présent, dans cet espace, une relation qui est positive avec toutes les conditions que Pascal Champagne a énumérées, moi, je pense que c'est déjà énorme. Que la personne puisse sortir de l'écoute en disant « j'ai réussi à être en relation personnelle avec une autre personne qui m'a écouté sans jugement, avec respect. Je me suis senti être moi-même dans une relation humaine. » Et ça me paraît être un gain inappréciable au niveau de l'écoute. C'est ce que je voudrais souligner suite à votre présentation. Merci beaucoup. Merci. Dans le chat, on voit aussi Samira qui pose la question, est-ce qu'il y a des critères pour s'engager? Donc, Pascal a répondu directement à votre question dans le chat en disant, quand vous alliez sur ligne-d'écoute.ca, vous pouvez identifier le centre le plus proche de votre territoire. Et effectivement, il y a tout un processus de recrutement, de formation et d'accompagnement, pour les écoutants bénévoles. La meilleure façon, effectivement, ce sera d'aller directement à la source pour connaître les critères du centre où vous avez un intérêt. Il y avait aussi une autre question plus spécifique de la part de Lynn. Est-ce qu'il y a des particularités pour l'écoute active face à des enfants qui vivent un deuil? Là, je vais simplement avoir aussi un petit peu ma casquette de gardienne du temps. Il nous reste 10 minutes ensemble, puis c'est une question tellement importante que j'aurais peur qu'on l'écorche. Donc, peut-être, Pierre, est-ce que tu as une ressource ou en une phrase, Pierre ou Pascal? On voit qu'il y a beaucoup de choses dans cette question. On parle d'enfants et on parle de deuil. Dans notre environnement, cette forme de surspécialisation-là, si on peut l'appeler comme ça, elle est un peu étrangère. Puis très modestement, je vous dirais que c'est très rare, c'est presque inexistant que les enfants nous téléphonent. Alors, deux choses là-dedans. C'est sûr qu'il y a des ressources deuil d'enfants qui... le deuil, en général, il y a des organismes qui se spécialisent là-dedans. Et entre autres... je peux m'informer pour mieux répondre à la question et vous revenir si votre besoin était, puis ça me fera plaisir. Puis, mais spontanément, c'est sûr que Jeunesse J'écoute ou tel jeune pourrait être une ressource, mais en même temps, c'est encore un peu des généralistes, si on peut dire, dans l'écoute. Mais pour mieux répondre, je pense qu'il y a une recherche à faire pour être plus adéquat. C'est intéressant de préciser que justement, quand on regarde les statistiques combinées des membres de l'Association des centres d'écoute téléphonique du Québec, Pierre, je te laisse compléter ou rectifier, on est sur la moyenne d'âge des appelants. En général, on va être entre 45 et 65 ans et plus. Le public le plus courant, donc on a quelques jeunes adultes, quelques jeunes enfants, mais c'est vraiment minoritaire. On ne fait pas notre visibilité davantage pour les 18 ans et moins, parce qu'il y a des groupes qui se spécialisent, on peut dire comme ça. Mais généralement, les gens qui nous appellent ont un profil estimé parce qu'on ne leur demande pas, bien sûr, leur âge quand les gens appellent, ont un genre de profil d'adulte qui peut être 40 ans et plus environ. Donc. Voilà, merci Pierre, puis merci Lynn pour la question. Merci Françoise pour le remerciement. Merci pour votre merci par rapport aux présentations, aux échanges. Et puis, je vois que vous soulignez que dans le cadre de vos activités professionnelles, vous avez eu à interagir régulièrement avec Martine, que vous avez trouvé son écoute remarquable. Merci.
Merci pour ces remerciements. La chaîne d'écoute qu'on a commencée dans le cadre de la journée de l'écoute, elle peut se poursuivre tout au long de l'année. N'hésitez pas à dire à voix haute quand vous êtes face à quelqu'un qui a une belle écoute. Ce sont des renforcements positifs qui méritent d'être faits. Luc, je vois que vous avez encore la main levée. Est-ce qu'il y a encore envie d'intervenir? Et si c'est le cas, je vous demanderai de le faire peut-être en 30 secondes. Oui, ben moi aussi, je suis père aidant en santé mentale et moi, je fais de l'écoute téléphonique. Ça s'appelle Père aidant, j'écoute. Nous, on s'adresse aux gens qui ont des troubles mentaux graves. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les gens nous témoignent aussi de ce qu'ils appellent ailleurs. Hein. Et les lignes d'écoute bénévoles, vous faites un travail exceptionnel auprès des gens qui ont des troubles mentaux graves. Je tiens à le souligner. Vous surclassez et de loin le 811, il faut le dire. Ce que les gens nous disent, le 811 a une approche maladie. Hein? Donc, ils ramènent tout le temps ça à la maladie, as-tu pris tes traitements, etc. Alors que vous, vraiment, comme Heinz le dit, là, vous établissez un contact d'humain à humain et ça, pour les gens qui ont des troubles mentaux graves, c'est un des meilleurs moyens pour les soutenir. Voilà. Je tenais à vous témoigner parce que je l'entends tellement souvent, comment les gens sont satisfaits de vous. Voilà. Merci, Luc. Puis, ça donne le goût, oui, de dire que dans les centres d'écoute, on a vraiment une approche qui est basée sur l'humain, sur la vie, sur l'espoir et de façon globale, la posture de l'association et des centres d'écoute téléphonique du Québec. La posture de l'association et des membres, c'est de toujours se positionner en complémentarité et en collaboration avec les autres services. Donc, on a tellement conscience qu'il y a un continuum de services. On se rend compte qu'il y a des forces et des faiblesses pour chacun des organismes, mais l'idée est toujours de se rendre compte qu'on n'est pas trop nombreux, puis que chacun, on est optimal à un moment. Et comme le disait Pierre tout à l'heure, les centres d'écoute, ce sont des soft lines, pas des hotlines. Donc, quand on est encore dans la douceur, dans la prévention, dans la promotion, et en même temps, les centres passent la main quand il y a besoin, quand il y a une urgence, une crise ou des éléments vitaux en jeu. Alors, je vais vous repartager mon écran pour clôturer cette belle journée de l'écoute 2021. Je vous remercie d'être resté avec nous tout au long de la présentation. Entre le nombre de personnes qui ont commencé puis le nombre de personnes qu'on a encore maintenant. Je vois qu'on a un beau taux de rétention et surtout une belle participation. Alors, j'avais envie de vous proposer, au cours des 7 jours qui viennent, de choisir et de vous offrir un moment d'écoute. Donc, vous pouvez prendre quelques instants pour vous engager vis-à-vis de vous-même et vous faire ce cadeau. Est-ce que j'aimerais m'offrir un moment d'écoute avec moi-même? Ça peut être avec une bonne boisson chaude, ça peut être installé dans son divan, ça peut être sur un coussin de méditation. Est-ce que vous aimeriez vous offrir un moment d'écoute en nature? Parfois, ça peut être un peu intimidant d'être dans une relation, d'être avec un autre individu. La nature, elle est toujours là, elle est gratuite, elle est accessible. Elle aussi, comme le bénévolat, elle fait du bien pour la santé physique et la santé mentale. Ça peut être intéressant d'être à l'écoute du monde végétal ou du monde animal, voire du monde minéral, si vous avez certaines habilités. Et puis, sinon, vous offrir un moment d'écoute avec une personne de votre entourage, soit quelqu'un que vous n'avez plus vu ou entendu depuis longtemps, soit quelqu'un dont vous appréciez particulièrement l'écoute. Et donc, s'offrir un moment où vous offrez votre écoute et vous-même, vous la recevez. Donc, ça, c'est la proposition. Puis, si jamais il y en a qui ont envie de le mettre dans le chat pour dire avec moi-même, dans la nature, avec une autre personne, faites-le. Juste de faire un petit geste, de taper quelques mots, c'est comme un petit ancrage en disant, voilà, vous vous engagez vis-à-vis de vous-même. Et nous, ça nous donnera un petit portrait du type d'écoute que vous aurez le goût de vous offrir dans les prochains jours. Ensuite, j'ai aussi le goût de remercier. Il y a de nombreuses personnes qui ont contribué à l'organisation, à la réalisation de cette journée. Merci à Pierre d'avoir lancé le mouvement il y a 4 ans.
Merci à Pierre de soutenir l'association des centres d'écoute téléphonique avec autant de passion, de dévouement. Merci au conseil d'administration de l'association des centres d'écoute téléphonique de s'impliquer bénévolement dans le développement, le rayonnement de l'association. Merci à tous les membres de l'association des centres d'écoute téléphonique et à travers eux, merci aux directions, merci aux équipes salariées, merci aux équipes de bénévoles. Merci aussi à toutes les personnes qui se permettent d'appeler sur les lignes. Merci aux personnes qui s'engagent. Merci aussi pour la confiance qui m'a été témoignée. Moi, ça fait un peu plus d'1 an que je travaille avec l'Association des centres d'écoute téléphonique du Québec et j'apprends énormément à vos côtés. Et comme dernière proposition, ben, qu'est-ce que vous pouvez faire dans la suite? Donc, dans les prochains jours, je serai en communion avec vous pour tous ces moments d'écoute, en solo, dans la nature ou avec une autre personne. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi suivre la page de l'Association des centres d'écoute téléphonique du Québec. Donc, il y a une page Facebook sur laquelle vous avez peut-être vu toute la promotion de la journée d'écoute. Il y a une nouvelle page LinkedIn que nous allons commencer à alimenter plus régulièrement. Il y a le site que Pascal a mentionné tout à l'heure, donc lignedécoute.ca. Et je vous invite chaleureusement à identifier le centre d'écoute le plus proche de votre région, que ce soit pour des besoins personnels, familiaux ou professionnels. C'est juste bon de se rendre compte de la richesse de ressources disponibles. Nous vous enverrons un sondage de satisfaction dans les prochains jours. Puis, on sera vraiment en mode écoute et on sera en mode amélioration continue. Donc, à la fois pour souligner ce que vous avez apprécié, souligner peut-être ce qu'on peut améliorer. Et si vous avez des nouvelles idées, on est vraiment tout ouïe. Alors, je vais couper mon écran. Vous remercier à toutes et à tous d'avoir été présentes aujourd'hui. Si vous avez le goût de vous mettre en mode galerie, vous allez pouvoir prendre un moment pour regarder la diversité des visages, la diversité de l'auditoire qu'on avait aujourd'hui. Et un petit coup d'œil, il est midi tout pile. Pierre, je souhaiterais t'offrir le mot de la fin de cette journée de l'écoute. C'est gentil, puis écoute, je répéterai pas tes bons mots, puis ça me fait vibrer tes mots, Marie, puis je répéterai pas là. Mais en même temps, autant je vois l'ampleur que ça peut avoir l'écoute et le sens de la portée que l'association peut avoir. J'ai un certain poids qui m'arrive un peu comme ça parce que je sens l'énergie, je sens un peu le rayonnement et les développements à venir que l'association pourrait prendre. Et c'est sûr qu'à un employé, on ne pourra pas. Alors, ça va me prendre l'aide. C'est un appel à candidature? Et ça va me prendre l'aide bénévole et l'aide un peu de tous les centres. Et merci de faire rayonner cette journée, puis qu'on veut que ça rayonne plus qu'une journée également. Là. Alors, merci de votre qualité. Merci Martine. Merci à tout le monde. Oui, merci à Martine. Merci à Pascal. Merci beaucoup à Eric qui a assumé tout le soutien technologique dans les derniers jours et tout au long de la rencontre. Nous sommes à votre disposition par courriel, par téléphone et sur les réseaux sociaux. Merci pour les petits cœurs avec les mains, avec les icônes. Nous transmettrons l'enregistrement et le sondage dans les prochains jours. Encore un tout grand merci et une belle après-midi, un beau dimanche à vous.